après-midi. On a une après-midi qu'on a organisée en... Je vais me mettre en face des trucs, je verrai mieux ce que je vous raconte. On a une après-midi qu'on va organiser en deux temps. L'objectif qu'on s'est fixé à cet après-midi, c'est d'avoir un temps d'échange avec vous et de rapporter de la matière vivante à partir de plusieurs exemples. Et d'essayer de confronter ce qu'on a pu échanger depuis hier matin à la pratique du terrain, à des situations d'entreprise, et de voir finalement comment est-ce que cette approche écologique du travail, on peut le tenir en termes d'enjeux à l'échelle des filières. Alors, on est ravi d'accueillir Muriel Ferrer, qui est DRH du groupe CPPR à La Réunion. Donc, elle va se présenter tout à l'heure. On va avoir trois prises de parole sur la première séquence d'1 h 30, et après, on aura 1 h 30 de débat ensemble. On est ravi d'accueillir Thierry Morlet, qui va présenter le cas d'une entreprise qui fait de la transformation de protéines végétales sur La Réunion. C'est une entreprise avec laquelle on a travaillé avec Thierry au mois d'avril. Le directeur de l'entreprise devait nous rejoindre pour présenter sa situation lui-même. Il n'a pas pu être là finalement cet après-midi. Donc Thierry va se déguiser et c'est lui qui va faire le job de nous partager le cas. Et moi, je vais avoir la chance de vous présenter un boulot que j'ai fait il y a quelques années, en 2016 ou 2017 de mémoire, qu'on a ressorti quand on a travaillé le congrès pour apporter un peu de matière vivante avec vous. Voilà, c'est ça le cadre de cet après-midi. Alors, comment ça marche? Voilà, comme ça. Donc ça, c'est ce que je vous disais, l'après-midi en deux temps, avec d'abord les témoignages. Et pour finir d'introduire, partager avec vous les questions sur lesquelles on voudrait avancer. Qu'est-ce qui nous a amené à proposer cet atelier? Au-delà de l'idée quand même de se dire qu'on aime bien, nous, quand on organise des trucs, inviter des acteurs d'entreprise, ramener de la matière vivante et se confronter un peu à cette réalité de terrain qui est notre pratique. Les questions qu'on a travaillées, c'était quand même de se dire, finalement, sommes-nous outillés, sommes-nous positionnés pour répondre aux problématiques que l'on révèle? Comment est-ce qu'on arrive à passer un peu de la conceptualisation des questions qu'on observe à la capacité à interagir dessus? Et ce qu'on voit, c'est que bien souvent, quand même, du diagnostic à la transformation, est-ce qu'on a vraiment les moyens de concevoir le travail de demain? Est-ce qu'on est en situation de répondre aux problématiques des entreprises, des organisations? Comment est-ce qu'on se confronte à cette réalité pragmatique que les entreprises peuvent rencontrer? La question qui est sous-jacente, qu'on continuera à travailler demain, bien sûr, c'est de se poser la question des limites de l'ergonomie. Est-ce que l'ergonomie est face à ses limites? Est-ce que les ergonomes sont démunis face au monde ou aux questions du travail qu'ils observent? Moi, ce que je constate, c'est que depuis hier matin, on a une capacité à lire le monde qui est intéressante. La question, c'est comment est-ce qu'on est du côté de l'agir et comment est-ce que ça se discute, comment est-ce que ça rentre en résonance dans la frontière qu'il peut y avoir, dans les frontières du travail et peut-être dans les bornes de l'ergonomie, à discuter avec vous. Est-ce qu'on a des points de rencontre à travailler? On sait que notre idée qu'on pousse en ergonomie de passer par le travail réel, c'est plutôt pertinent, ça marche bien, mais parfois la réalité des situations, elle est un peu cruelle, puisqu'elle nous confronte à nos propres difficultés, nous confronte à nos propres capacités d'agir, nos propres possibilités de faire. Et c'est ça ce qu'on avait envie de mettre en débat avec vous. Alors, le temps de partage que je voulais faire avec vous, c'était de vous emmener au pays du fromage et de partager avec vous des réflexions que j'ai pu mener dans le cadre d'un travail que j'ai fait en 2017 pour l'association des producteurs de Salers. Donc j'espère que vous connaissez le Salers quand même, que vous fréquentez régulièrement le Cantal, le sud de l'Auvergne et que vous goûtez ce bon fromage. Et en fait, c'est un boulot que j'ai fait là-bas où la demande initiale était sur améliorer les conditions de travail des adhérents à l'association des producteurs de Salers. Alors j'ai plus complètement les chiffres en tête, de mémoire, on est sur une petite appellation, donc on est sur 70 ou 80 producteurs, quelque chose comme ça, avec des conditions qui sont assez tenues. Mais là, le support que je vais vous présenter, il est assez proche du support d'un des supports que j'ai retrouvé de mise en débat que j'avais pu réaliser avec les producteurs de Salers. Et la question que j'avais essayé de transformer, c'était pour améliorer les conditions de travail, finalement, quels sont nos leviers pour prendre soin du travail? Comment est-ce qu'on peut développer une méthodologie, je ne sais pas,
pour développer les actions de prévention et d'avoir une action de prévention qui permet d'intégrer des indicateurs qui racontent le travail, qui puissent avoir des indicateurs qui nous proposent différents scénarios de production, qui nous permettent de traduire cette belle idée de prendre soin du travail, finalement, comment est-ce qu'on peut faire dans un contexte qui est assez variable. Pour le préalable, hein, l'AOP Salers, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'on est sur une production qui se veut très homogène. C'est là où je vais en venir. Hein. On a un cahier des charges qui est extrêmement structurant, que ce soit sur les conditions d'élevage, sur les conditions de transformation, sur les conditions d'affinage. On a un cahier des charges qui est très structurant, donc on a un cadre prescrit qui est très structurant, avec en plus la volonté de l'association de tenir une forme de tradition, je dis ancestrale, c'est les mots que j'avais utilisés à ce moment-là, hein, sans doute que je changerais si je devais rebosser avec eux. Mais on est très tenu quand même par ces éléments-là, vous allez voir pourquoi. Et en même temps, on est dans un dialogue avec des formes, entre guillemets, d'industrialisation ou de changement de modèle d'organisation à discuter avec vous. Et on a besoin de retrouver des équilibres. Et le défi, c'est qu'on a une production qui, derrière ce cahier des charges, hein, donc là, je vous ai mis quelques extraits qui sont pas lisibles, mais l'idée de cet après-midi, c'est de ne pas vous apprendre à faire du fromage. Mais derrière ce cahier des charges qui est très structurant, qui limite finalement les possibilités de process. Enfin, le process est défini pour partie par le cahier des charges de l'AOP. On a des situations très hétérogènes, puisque chaque exploitant a une partie plus ou moins complète du process. On a parmi les producteurs, on a des exploitants qui font de l'élevage bovin, qui font la traite, et certains s'arrêtent là, et ils vendent directement le fruit de la traite. D'autres ont des choix d'organisation différentes, puisqu'ils font la traite, ils font la transformation fromagère. Et sur l'AOP Salers, la particularité, c'est que le lait doit être transformé juste après la traite. Donc, ce qui génère des conditions d'organisation particulières, enfin, un cadre de fonctionnement dans le travail qui est particulier. Et certains vont plus loin, puisqu'ils ont des caves d'affinage, et d'autres assurent même la commercialisation du fromage. Donc, on a des modèles qui sont un peu différents. Et c'est aussi ça la question qu'on s'est posée, c'est finalement quelles sont les évolutions possibles, comment est-ce qu'on peut travailler sur le cadre prescrit, alors qu'on a des adhérents qui ont des enjeux différents. Et que finalement, cette différence, c'est la vie. Et on a sans doute un besoin de travailler la pertinence, la nécessité de faire évoluer le cadre prescrit, aussi en jouant sur la volonté de la filière. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais l'idée, c'était de partager avec vous un peu de matériaux, si j'y arrive. Voilà. De ce que j'ai fait avec les adhérents. Hein. Moi, j'avais un double niveau d'action. Finalement, je n'ai pas visité les 70 exploitations. Je dis 70, hein, mais m'en voulez pas pour les chiffres, retenez pas ça, c'est un ordre de grandeur, mais de mémoire, c'était ça. J'ai rencontré un échantillonnage, donc j'ai basé un échantillonnage sur un certain nombre de critères. Est-ce qu'on a des exploitants qui ont les vaches qui restent en stabulation, ou est-ce qu'on a des exploitants qui ont les vaches qui sont en alpage? Est-ce que la traite se fait dans la stabulation? Est-ce que ça se fait en alpage? Enfin, c'est ça ce que je vais vous illustrer. Et après, d'avoir un travail de restitution, de mise en mouvement de l'ensemble des adhérents au travers l'association AOP, sur comment, dans le process, là c'est un extrait, hein, ce que je vous voyais sur la diapo, mais comment dans cet extrait du process de transformation, on peut avoir une prise en compte du travail, de ses effets dans la construction, de la qualité du produit, bien évidemment, puisque c'est ce qui sort et c'est ce qui réunit les producteurs au sein de l'association, c'est qu'ils aient une qualité de produit identique. Et moi, mon job, en tout cas ma volonté, c'est de faire en sorte que dans ce cahier des charges, on y rajoute aussi des éléments sur la qualité du travail, et qu'on arrive à avoir une mise en dialogue entre qualité du produit et qualité du travail. Juste pour illustrer hein, sur la diversité des situations, j'ai pu voir des situations où la traite, qui est la première étape, hein, je passe la partie élevage, j'ai coupé certaines parties, mais sur la traite, hein, on peut être au champ, à l'étable, avec des conditions de transport du lait qui sont bien différentes. Par exemple, là, on est ce qu'on appelle à la cabane, à proximité du Buron. Alors, moi, je suis pas auvergnat, je connais encore moins le Cantal, mais j'ai vu des beaux endroits. J'ai vraiment visité de superbes endroits.
où on a les vaches qui sont en pâturage libre, avec l'opérateur qui vient se déplacer, qui vient réaliser la traite. Je vais vous mettre une illustration, hein. Donc on est avec une cabane de traite qu'on déplace au tracteur et les vaches qui viennent pour se faire traire, le groupe électrogène, et bien évidemment après le lait, il faut le transporter jusqu'au buron. Moi je vous vois rigoler, enfin, Vincent, je te vois sourire, mais là de revoir cette photo, ça m'émeut beaucoup parce que la personne que vous avez en photo qui était adorable, c'était le sosie de Johnny Hallyday. Donc ce jour-là, je suis redescendu de la montagne. C'est pour ça que j'adore ce métier, hein. On fait un métier de terrain. Mais je suis redescendu d'un chemin en terre qui faisait 5-6 km. Enfin, on se dit, faut pas crever ici, quoi. Et je me suis dit, j'ai quand même passé la journée avec le sosie de Johnny Hallyday, quoi. Et ça, le jour où vous aurez trait des vaches et fait du fromage avec le sosie de Johnny, bah, ça marque une vie, quand même. Mais au-delà de la traite, donc évidemment, vous voyez les conditions en termes de conditions de travail. Si je fais une analyse un peu basique, posturale, des astreintes physiques, des difficultés qu'on peut avoir. Cela étant dit, le monsieur en question, lui, des difficultés, il n'en exprime aucune, hein. Pour lui, tout va bien tant qu'on lui fout la paix. Et quand on lui dit, mais même quand il neige, vous restez là, il me dit, moi, j'ai pas froid, ça me dérange pas. Mais si on remet un peu en perspective, il faut quand même, après la collecte, verser directement le lait dans la gerle. Alors, je relis le vocabulaire technique, je suis vraiment pas un spécialiste, hein, mais on a évidemment toute une technicité autour des équipements qui sont utilisés pour cette appellation spécifique. Mais donc, il faut ramener le seau, il faut soulever le seau, il faut transporter la gerle directement au tracteur. Après, vous voyez sur la diapositive suivante la manutention de la gerle. Alors, on est évidemment dans le respect des bonnes pratiques, des gestes et postures. Tout est vert dans l'analyse de la grille pénibilité qu'on connaît bien. Mais on a quand même finalement des expositions qui sont relativement importantes, où mon rôle est quand même de leur convaincre. Alors, pardon pour l'anecdote, mais je suis intervenu suite à une étude qui avait été réalisée au préalable, qui avait justement identifié ces problématiques posturales. Et moi, je devais essayer aussi d'apporter des réponses. C'est bien connu, les ergonomes, ils sont assez doués pour faire des listes de courses. Donc c'est plutôt bien quand ils se pointent et puis qu'ils disent, ben, vis-à-vis de vos difficultés, vous inquiétez pas, on connaît les équipements qui vont bien et on va vous régler la chose, quoi. J'ai essayé de faire un boulot en disant, ce qui génère la difficulté dans les conditions de travail, hein, c'est aussi la manière dont c'est ressenti, c'est aussi les perceptions, c'est d'essayer de ramener ce qu'on appelle ici la subjectivité. Alors, j'ai pas forcément parlé de subjectivité, je vois les notes sur mes diapos, hein, donc c'est 77, une centaine de producteurs en tout. Voilà, je retrouve les éléments. On ne parle pas forcément de subjectivité, on va peut-être plutôt parler de ressenti. Enfin, il y a un effort de vulgarisation qui est à faire. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à porter ces points de repère? Parce qu'en face des exploitants comme la situation que je viens de vous montrer, donc là c'est un salarié, hein, que vous voyez en photo. L'exploitant, lui, n'est pas directement à cet endroit-là. L'exploitant va plutôt s'occuper de la ferme, de la partie céréalière, enfin il va être sur d'autres tâches. Et c'est souvent un salarié qui est sur la partie traite, enfin collecte et transformation fromagère. Et on a dans la même association des exploitants qui, eux, ont un fonctionnement bien différent, avec des éléments plus organisés, enfin différents. Plus organisés, c'est maladroit, enfin on en rediscutera, mais différents, avec des salles de traite, de la logette, en tout cas un environnement qui est davantage maîtrisé, a priori, où c'est vrai qu'on peut être face à des installations, hein, où on a des équipements de traite qui permettent d'être sur des engagements, ou en tout cas un engagement corporel, un engagement physique qui est bien différent pour les personnes qui travaillent. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand vous mettez ça en dialogue avec les différents exploitants, ceux qui viennent, hein, vous n'arrivez jamais à les réunir tous. À l'échelle d'une filière, vous n'avez pas tout le monde autour de... Ça se fait dans un bistrot, ça se fait dans un resto, vous n'avez pas tout le monde. Mais certains, eux, sont déjà sur l'exploitation future, en disant, mais oui, mais on peut aussi avoir intégré de l'automatisation, du pilotage, ce qui est vrai. Enfin, ce qui est vrai. J'ai fait un boulot il n'y a pas si longtemps pour un exploitant dans l'est de la France hexagonale, sur le territoire hexagonal, parce qu'il y a aussi un est de la France ultramarin, qui est plus à l'est d'ailleurs, où la question se posait de quel est le modèle, quels sont les investissements à faire pour transformer ou pas son modèle économique, ses équipements, ses salles de traite.
Et moi, j'avais des exploitants en face de moi qui me disaient, mais si moi je fais l'investissement aujourd'hui, je vais avoir un pilotage, je retrouve du confort, je limite mes astreintes, enfin, puisque dans les difficultés hein, qu'on va être amené à partager, c'est que trouver des salariés qui acceptent de faire la traite le matin, plus enchaîner avec la transformation fromagère, donc selon la taille de l'exploitation, on est sur des astreintes 3 heures, entre 3 heures et 4 heures à peu près de temps de travail. Et il faut refaire la même chose le soir, avec un temps de coupure, donc une proximité. C'est des problématiques qui sont pas neutres et pas simples à travailler. Sachant que là, on parle uniquement de la traite, et qu'après, il y a la transformation fromagère. Donc je ne vais pas vous monopoliser toute l'après-midi là-dessus, mais de la même manière, on a les équipements historiques, on a la gerle, avec cet instrument de mémoire, hein, c'est que la gerle, le bois a un traitement spécifique, ce qui permet le développement bactérien, qui permet de donner le goût et l'appellation de ce fromage sous AOP. Par contre, les gerles, elles ont une forme qui peut être différente, elles ont un volume qui peut être différent. Il n'y a pas d'élément de description sur la conception de la gerle, parce que moi aussi j'ai été formé à la conception, hein, donc je me suis dit, je vais les aider à concevoir une gerle qui va bien, quoi. Mais c'est pas si simple, puis c'est pas dit que la gerle elle résiste à l'ensemble des situations. Donc on est dans cet état où on a de petites, des grandes tailles, des exploitations assez différentes. Et quotidiennement, 2 fois par jour, on a les opérateurs qui travaillent dans ces éléments-là, dans ces conditions-là. Et l'attente qu'on a vis-à-vis de moi, c'est d'apporter des réponses. Parce que c'est aussi, je le partage, mais on en rediscutera, c'est aussi quand on pose la question qu'on obtient des réponses. Enfin, on a aussi, je le dis de manière un peu brutale pour mettre du débat et de la réflexion. J'avais aussi en face de moi des opérateurs qui s'étaient jamais posé la question de la douleur en bas du dos, mais qui se sont mis à se la poser depuis qu'on leur a demandé s'ils avaient mal ou pas en bas du dos. Et c'est comment est-ce qu'on travaille ce rapport à la subjectivité? Comment est-ce qu'on le traduit? Quel est notre rôle, nous, en termes de prévention? Parce que c'est pas parce qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas un risque auquel on se doit d'apporter des réponses. Et tout ça dans un canevas où, même dans la transformation, dans le process de transformation, on a des gestes qui sont assez prédéterminés par les équipements. Je me rappelle plus du nom de l'équipement là sur la photo de droite pour vous. Donc là, je m'étais mis un petit pense-bête avec sur les différentes tâches qu'il faut assurer la découpe du cahier, le couteau, la fréniale, regrouper le cahier pour le soutirage avec le poussé. Enfin, c'est ça l'environnement. Et tout ça, c'est décrit dans le cahier des charges. Et ça va, je m'arrêterai là sur la partie, parce que je peux aller loin, sur le moulage de l'atome, où vous avez sur la partie haute, là, la photo du haut, c'est un moulage, un système de presse mécanique. Donc en fait, il faut resserrer avec un système de poids régulièrement, parce qu'il faut assurer plusieurs pressages. Et en dessous, un système automatisé. Alors ce qui fait, une fois de plus, ça limite l'astreinte, parce qu'il faut revenir, assurer la presse. Et à chaque fois qu'on fait des pressages, il faut retourner l'atome, il faut retourner les moules. Donc c'est ça le boulot. Là, on voit une opératrice qui est en train de... Là, elle doit être sur une opération de démoulage. Donc elle est en train de démouler un salaire. Et on est sur la suite du process avec... là, c'est un opérateur hein, dans une autre exploitation. Il est sur l'opération de démoulage. Donc voilà la situation à laquelle j'étais confronté. Je pourrais bien évidemment passer l'après-midi à vous raconter la suite des différentes étapes. Mais on est dans cet environnement avec la diversité de ces situations. Et la question qui nous est posée, c'est de dire quelles sont les préconisations. Tout ce que vous nous racontez, monsieur l'ergonome, c'est très très bien. Et puis, on voit que vous avez bien fait votre travail, parce que finalement, en quelques jours, vous avez une capacité à assimiler le vocabulaire, à bien poser les problématiques et à pointer le doigt là où on est en difficulté. Mais quelles sont vos préconisations maintenant pour améliorer les conditions de travail des professionnels? Et c'est là où j'avais un peu envie de partager les moments de solitude que je peux avoir en tant qu'intervenant. Alors, je suis jamais seul, hein, j'ai de la chance, mais les moments de solitude qu'on peut avoir quand même quand on est face à l'intervention, où je me dis, j'ai quand même des outils hein, dans la machine. Hein. Je vais leur dire, vous inquiétez pas, on va agir selon 3 axes. On va agir sur l'axe technique, l'axe organisationnel, l'axe humain. Enfin, j'en ai un peu sous le pied quand même. Hein. Enfin, on arrive à discuter de 2-3 trucs. Si je veux jouer, je peux leur dire que je peux leur faire des préconisations sur les postures, les gestes professionnels. Enfin,
Là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas une préconisation sur les bonnes postures qui résiste au cliché que je viens de leur montrer. Donc, je suis un peu en fragilité quand même pour aller sur ce terrain-là, même s'il y a des risques et la littérature nous l'enseigne. Donc, il faut quand même qu'on fasse quelque chose sans s'enfermer dans des préconisations qui sont quand même difficiles à tenir. Celle-ci, je vous la partage parce que je l'adore. C'est une de mes préférées. J'adore quand je suis amené à faire des préconisations sur les manutentions et que j'explique dans une entreprise que pour préserver la santé des collaborateurs, en tout cas pour préserver des risques, il faut que les palettes, ils les fassent avec des colis qui font 6 kg en bas, 12 kg au-dessus, 15 après, 12 au-dessus et 6 au-dessus. Enfin, j'ai jamais réussi à le mettre en place, moi. Donc je suis très curieux de savoir comment vous faites. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire, ben, finalement, ça nous semble quand même un peu insuffisant, ça. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir pour donner les moyens aux entreprises de la filière de transformer leur situation de travail? Avec quoi est-ce qu'on peut essayer de développer un peu le point de réflexion? Avec quoi est-ce qu'on peut essayer de développer la chose pour agir sur les situations de travail et transformer les situations de travail? Donc c'est ça ce que je retiens de cette affaire, hein, et que je mets en piste de discussion, même si là dans l'animation ce que je vous propose c'est qu'on va enchaîner tous les trois les trois études de cas, on répond à des questions techniques si vous voulez, mais après on aura 1 heure et demie d'échange, de discussion avec vous pour essayer de voir ce qu'on en fait. Je me suis posé la question du changement de cadre, de changer le cadre de réflexion, mais quel cadre? Je veux bien parler de me dire que j'ai besoin de changer le cadre, de changer le périmètre, mais comment est-ce que je le construis, ce cadre-là? À la limite, proposer une autre grille de lecture, je suis plutôt à l'aise. Proposer une autre grille de lecture, donner un périmètre tout autre à l'analyse de l'activité de travail, c'est quelque chose sur lequel je suis plutôt à l'aise. Introduire des déterminants, parce que potentiellement, c'est des leviers de transformation qui sont extra-situationnels. Alors, on pourrait dire aussi qu'ils sont du côté de l'externalité, de la situation elle-même, mais ça, je suis plutôt à l'aise pour faire cette démonstration-là. J'aime ça. Après, mettre en place ces leviers, ça nécessite de créer des espaces où je vais pouvoir organiser le débat. Ça veut dire que le débat va falloir le tenir. Ça veut dire qu'il va falloir le tenir dans un cadre d'intervention que j'ai besoin de construire, sur lequel j'ai besoin d'être en confort, tout opérateur que je suis. Et en même temps, dans ces espaces, c'est là où on va pouvoir questionner le travail, et c'est là où les questions doivent pouvoir se travailler. Donc ici, une des pistes, c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé, parce que je sais que Muriel va aussi nous ramener sur des questions autour de l'employabilité, mais la question de l'employabilité était très importante. Enfin, comment vous apportez des pistes de réponse à un exploitant qui vous dit, moi, si j'arrive pas à recruter, j'arrête l'exploitation parce que j'en ai marre, parce que ma femme, elle en a marre, et que cette astreinte au travail, elle est telle que j'ai envie de faire autre chose. Et en même temps, c'est son outil industriel, c'est son héritage, avec toutes les conséquences que ça peut avoir autour du patrimoine foncier, de l'histoire familiale. Enfin, évidemment qu'on a ça de pleine face quand vous êtes en train de boire le café chez l'exploitant dans la ferme. Mais agir sur l'organisation des temps de travail, hein, c'est ce qu'on a essayé de travailler, sortir du cadre de l'employeur. En tout cas, quand je dis ça, c'est sortir du cadre de l'employeur unique. Proposer, ça a déjà été fait. Hein. Je me rappelle d'un travail de Sabrina Mérin qui a fait sa thèse à Bordeaux à l'époque où je traînais dans les couloirs là-bas. Aussi sur la question de la mutualisation de la ressource agricole. Donc on peut travailler ça, proposer de mutualiser les ressources, de revoir les process, de réorganiser les temps de travail. Enfin, on peut faire ça. Enfin, c'est une piste que je vois bien. Comme le fait de remettre en discussion, de travailler ce que j'appelle le modèle économique. Alors on en discutera, hein, Christian, pas de souci sur ce qu'on appelle le modèle économique. Mais en tout cas, le modèle économique, le modèle productif. Hein, moi, j'ai travaillé avec eux sur définir plusieurs scénarios de distribution, d'organisation de la chaîne de valeur. Enfin, à quel endroit est-ce que les choses se jouent? J'ai plus les chiffres en salaires, mais à l'époque, je me rappelle sur le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, c'était 1,20 €, alors c'est il y a quelques années, hein, mais c'était 1,20 € le litre de lait. Transformé, vendu, c'est 5 € au litre de lait. Donc on est sur des schémas de valorisation qui sont différents. Donc la question se pose. Mais en même temps, pour le faire, ça veut dire que moi, ergonome, j'ai besoin d'organiser une mise en relation des acteurs. J'ai besoin d'organiser peut-être des rencontres,
Et quand j'organise des rencontres, je suis confronté à une volonté de faire ensemble. Quand je le dis comme ça, c'est pour le dire poliment, hein, c'est aussi que je suis confronté à une volonté de ne pas faire ensemble. Et qu'à certains endroits, je pense que le fait d'être sur l'île aujourd'hui me rappelle aussi ça. On a appris avec Thierry, quand on est venu à l'occasion d'un travail pour certains clients au mois d'avril, il y a, Muriel nous le confirmera peut-être, ou on ira à l'inverse, mais il y a des territoires qui sont très marqués à l'échelle de l'île, hein, et on ne se déplace pas si facilement que ça d'un côté à l'île. Il y a des relations qui sont faites. Et en Auvergne, c'est pareil, il y a des choses qui se disent dans un village qui ne se disent pas dans un autre. Il y a des gens qui, de par leur histoire familiale, de par l'histoire des villages, ne travailleront pas ensemble. Ça fait partie de ce qu'on a à gérer. Donc voilà, mon petit passage au pays du fromage. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si vous avez des questions ou si on enchaîne sur les protéines végétales. Ouais. L'idée, c'est, là, on est dans un échange premier niveau, et puis après, on va essayer de reprendre un peu de hauteur sur le débat d'après-midi. Merci. Oui, je ne sais pas si j'ai eu un moment d'absence dans le début de ta présentation, mais ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est la nature de la demande. C'est-à-dire qu'est-ce qui les amène à te solliciter sur l'amélioration de leurs conditions de travail? C'est quoi le problème? J'étais pas clair, je le prends, il n'y a pas de problème. L'attente qui m'était faite, c'était ils avaient eu une étude préalable qui avait montré que les conditions de travail pouvaient générer des situations de pénibilité, en tout cas dans une analyse, dans un rapport à la norme, dans une évaluation un peu normative des conditions de travail. Ils avaient reçu une étude qui leur mettait des points de vigilance en leur disant attention, vous êtes face à des critères qui exposent vos collaborateurs à des situations de pénibilité. Et moi, la demande qu'ils m'ont faite, c'est comment est-ce qu'on trouve des solutions? Donc avant de trouver des solutions, je leur ai proposé d'approfondir un peu la compréhension que j'avais des situations qui pouvaient générer des situations de pénibilité. Donc petite étude, hein, on est sur une étude, j'ai pas en tête, mais je pense en dessous de 10 jours, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, je rentre pas par la filière. C'est l'association qui interpelle, mais sur une problématique qui est plutôt à destination des exploitants. Je ne rentre pas au niveau questionnement filière. J'ai le droit, là? Je voudrais juste réagir à une phrase que tu as donnée en entrée, comme étant le sujet un petit peu de ta réflexion. Sommes-nous équipés pour répondre aux problèmes qu'on révèle? Je pense que c'est une phrase assez compliquée parce que je vois tout de suite d'abord le problème pour qui. On révèle des problèmes qui sont des problèmes pour qui, et peut-être d'abord des problèmes pour toi, ou enfin pour nous. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est équipé pour répondre aux problèmes que ça nous pose? Et puis il y a la question de savoir, est-ce qu'on révèle les problèmes de celui ou de l'exploitant ici? Et je pense que c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est pas tellement des problèmes qu'on révèle, qu'il est en jeu de révéler, c'est plutôt des problématiques. C'est-à-dire comment le fait X est situé dans une dimension où le problème qu'il a l'air d'être, en fait, relève de toute une dynamique, une construction, une logique, et qu'on ne soit pas forcément équipé. C'est bien possible, mais je ne suis pas certain qu'on soit équipé même pour le poser. Parce que, par exemple, la notion de filière, ça va dépendre complètement de l'idée qu'on s'en fait. Donc, selon la manière dont on va définir une filière, on va le situer comme un problème de la filière ou pas, parce qu'on ne fait pas le lien. Donc, c'est la problématisation du cas, j'arrive pas à vendre ceci, ou sur un fond qui problématise et qui suppose alors que tu sois équipé, enfin que je dis tu, nous, hein, soyons équipés pour organiser une réflexion qui construit le cas à une échelle où peut-être alors on n'est pas capable de le prendre tout seul, mais où on aurait été capable de dire avec qui il faudrait le faire, ou qu'en tout cas on ne va pas le faire seul.
Donc je pense que la question qu'on a, c'est pas est-ce qu'on peut tout faire, c'est qu'est-ce qu'on est capable de percevoir l'échelle pertinente à laquelle il faut prendre le problème, ce que j'appellerais problématiser, et ce faisant, le jeu d'acteurs qu'il faut savoir trouver pour pouvoir y aller avec lui. C'est plutôt ça, me semble-t-il, la question que tu poses. Je prends, et tu comprends que là, pour moi, le partage est une introduction à un débat que je veux avec vous. Et la manière dont je le formule, notre métier, je pense que notre valeur ajoutée, elle est dans notre capacité à problématiser les choses et à rendre accessibles des questions qui sont compliquées. D'ailleurs, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mon boulot, c'est d'assumer cette complexité, de venir rendre simple, en tout cas rendre audible, rendre accessible, parce que j'ai fait ce travail de problématisation des sujets qui, pris comme ça frontalement, sont complexes. Mais ce que je voulais partager avec vous à l'occasion de cet espace, parce que aller sur le développement de l'écologie du travail, ça veut dire qu'on vient alimenter, on vient enrichir. Vous imaginez évidemment que c'est quelque chose auquel je suis attaché, sinon on n'aurait pas mis cette énergie dans l'organisation de ce congrès. Par contre, ça doit nous interroger sur nos manières de faire, peut-être. Voilà. Oui, Florian Potin, moi je suis de l'entreprise Michelin. Merci Arnaud pour ta présentation parce que je me retrouve vachement dans ce que tu dis de ton intervention avec ce qui, moi, me concerne dans les activités que je peux rencontrer sur un site de production de Michelin. Et je me suis posé aussi les questions que tu te poses. Et je suis un petit peu frustré parce que du coup, j'ai cru comprendre que du coup, le débat, c'est cet après-midi à partir de 16h. Et j'aimerais bien défendre, moi, la partie captive que je connais, qui est aussi utilisée chez Michelin. Donc je pourrais pas être là pendant les débats, je suis un peu déçu, mais j'aimerais bien partager avec toi, du coup, quelles sont les pistes qui auront pu être apportées, et puis échanger avec toi comment, du coup, tu peux aborder le sujet, parce que je suis vraiment dans le même schéma, peut-être avec une échelle différente, parce que Michelin, c'est quand même une entreprise qui international, donc on n'a pas les mêmes acteurs, on n'a pas les mêmes qui. Je me retrouve aussi un petit peu dans ce que François Hubaut dit dans sa conclusion. Et c'est vrai qu'il y a une tension dans le qui et comment on porte le sujet, à qui on le porte. Donc je veux quand même pouvoir échanger avec toi plus tard. D'une part avec plaisir, et puis moi la frustration, j'aime pas trop ça. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour éviter d'être trop frustré. Donc d'une part, soyez rassurés parce que tout cet équipement technologique que vous avez là, ça fonctionne. Donc on a réussi à tout capter en vidéo et je peux vous dire qu'on a mis en ligne les replays d'hier et que ça fonctionne. Donc l'atelier d'aujourd'hui, il sera disponible en replay à partir de demain. Donc déjà on a ça. Et deuxième élément de réponse, c'est qu'on n'a pas fini de discuter parce que évidemment on peut discuter tous les deux sans problème, mais on se revoit demain matin et on va continuer à prolonger ces questions-là et on va aussi se donner du temps encore demain en fin de matinée pour voir comment ça nous permet d'avancer sur l'évolution des questions de métier et leur structuration. Donc on n'a pas fini d'avancer là-dessus, je pense. On enchaîne. On va faire un peu de protéines parce que... Oui. Bravo. Oui, le cas qu'on va vous présenter, juste après, je fais juste l'introduction et c'est Thierry je le remercie, qui va présenter le cas de cette entreprise, toujours pour apporter un peu de matière vivante à nos échanges. C'est une entreprise qu'on a rencontrée, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés avec Muriel, qu'on a pris contact, même si on n'a pas travaillé ensemble, enfin l'expérimentation n'a pas pu se faire, je regrette, on reviendra. Il n'y a pas de souci. C'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la charte emploi, qui a été signée en 2020. Et on a été missionné par l'intermédiaire d'Ocapiat pour la mise en place d'une expérimentation sur la question de la QVT. Donc ça fait un peu plus de 2 ans de mémoire qu'on mène des actions d'expérimentation visant à réfléchir ou à voir de quelle manière est-ce qu'on peut innover dans le cadre du déploiement des actions sur la qualité de vie au travail dans les entreprises du secteur agroalimentaire, agricole et pêche, sur le périmètre national, sur l'ensemble du périmètre national,
Et dans ce cadre-là, on a accompagné une centaine d'entreprises, des entreprises d'une taille inférieure à 300, avec une distribution qui s'est faite où on a eu 50% d'entreprises inférieures à 50 et 50% d'entreprises entre 50 et 300. Enfin, je vais pas plus loin. On est en train de finaliser les rendus. C'est quelque chose qui devrait sortir à l'occasion du Salon de l'agriculture en février. Voilà. Donc c'est une entreprise qu'on a pu rencontrer. On est venu avec Thierry au mois d'avril le rencontrer, travailler avec eux. Et c'est ça ce que Thierry va vous partager. Donc je vous emmène dans la transformation du végétal bio. Moi qui suis plutôt carnivore, j'étais un peu, pas désespéré, mais déstabilisé, ne serait-ce que par le contexte. Je vous présente l'entreprise. C'est une entreprise qui a été créée donc, en 2003. C'est une entreprise familiale. C'est un couple qui est dirigeant de cette entreprise. Elle est installée sur l'île de la Réunion et elle a donc comme objet la transformation du végétal bio avec des marques qui sont assez connues et reconnues sur l'île. Des marques qui permettent du tofu, des préparations à base de tofu, des steaks, saucisses, etc. Des galettes, les naans, les chapatis, et puis qui se lancent aussi également dans l'huile pressée à froid. Et un petit effectif, puisqu'on est en fait un effectif global de 9 personnes et 2 dirigeants, 5 agents de production, ouvriers polyvalents, un livreur, et puis récemment embauché une personne en charge de la qualité, du développement, de la traçabilité, de l'innovation. Un petit peu un homme à tout faire, on va dire. Quand on regarde le contexte, c'est une entreprise qui a 20 ans, c'est vrai, mais elle vient de déménager. En tout cas, ça fait 3 ans qu'elle a profité d'une opération immobilière, une opportunité foncière et un projet de ZAC sur une commune proche de Saint-Denis. Et cette opportunité lui permet d'investir de nouveaux locaux et donc de transférer en fait son outil de production et d'avoir des espaces pour développer de nouveaux produits, de nouvelles installations et en conséquence de nouveaux métiers. Donc se posent en fait des questions assez fortes pour ces dirigeants puisque la production historique, elle est fortement majoritaire, elle représente 92% du volume horaire de travail et c'est le tofu. Et en même temps, il y a cette idée qu'il faut développer de nouveaux produits, de nouvelles compétences et d'aller vers des domaines qu'ils ne maîtrisent pas et qui ne sont pas forcément aussi présents sur l'île, comme la pression à froid, l'huile artisanale et le séchage de fruits tropicaux, avec l'idée que l'entreprise se lance sur quelque chose qui est l'environnement durable, les circuits courts, le local, et de favoriser finalement cette orientation politique et stratégique, de faire du local, mais pas que dans les matières premières et les produits et la diffusion de ces produits, mais aussi d'être dans l'idée d'une proximité avec des salariés qui habitent pas très loin de l'outil de production et d'être aussi avec des producteurs aussi pas très loin de l'outil de production. Donc circuit court, compétences locales, impact formation qui est décidé comme étant la possibilité finalement d'arriver à cette polyvalence souhaitée et à l'apprentissage de nouveaux métiers. Donc ça, c'est un peu le contexte. Si on regarde plus en avant le projet, dans quel contexte il s'inscrit aussi, en fait, ce projet, c'est à la fois une volonté politique stratégique des dirigeants, une ambition très forte, j'allais dire presque militante, tout en étant très respectueux de ça. Mais c'est aussi une réponse à une demande des collectivités, une demande locale. Les collectivités qui s'orientent, ne serait-ce que par la restauration scolaire, vers effectivement des produits à base de soja et des produits bio. Et puis des réseaux de magasins bio qui arrivent peut-être aussi un peu à saturation. En tout cas, sur ce circuit de distribution ne permet pas finalement d'absorber une production possible de cette entreprise. Donc, il y a quelque chose qui est ce militantisme, cette ambition forte, et en même temps, pour y arriver, ça veut dire qu'il va falloir augmenter les volumes, il va falloir gagner en indépendance, c'est-à-dire ne plus être dépendant des distributeurs de matières premières notamment. Et puis l'idée que forcément, s'il y a beaucoup de volume, et si les marchés actuels sont saturés, il va falloir trouver d'autres opportunités, d'autres ouvertures. Et là, l'idée, c'est que finalement, on ait à la fois un catalogue plus riche, mais un réseau de distribution plus important. Et c'est pour ça qu'il se tourne du coup vers la grande distribution. Mais tout ça est conditionné finalement par des éléments
interne à l'entreprise, c'est-à-dire cette capacité à avoir ces nouveaux métiers, cette polyvalence, en sachant que quand ils ont déménagé il y a 3 ans, ils ont perdu l'intégralité de leurs salariés. C'est-à-dire que les gens ne souhaitant pas faire le déménagement ou ne souhaitant pas travailler à distance, ils ont été obligés de revoir complètement leurs effectifs et de retrouver localement des compétences, des ressources. Et puis l'idée que les dirigeants ont également, c'est plutôt que d'avoir des activités en dents de scie, c'est plutôt d'avoir une charge qui est lissée et qui réponde à des clients qui n'ont pas la même temporalité dans leurs demandes. Les restaurants scolaires, par exemple, quand c'est les vacances scolaires, il n'y a plus de demande. Donc il y a une baisse naturelle d'activité. Donc comment on compense cette baisse en trouvant en fait des ouvertures ailleurs? Pareil pour l'activité touristique, elle est aussi variable dans l'année. Donc comment on répond finalement à ces appels qui viennent se dérouler dans le temps de façon un peu désynchronisée. Donc si on parle de cet accompagnement, alors on n'a pas fait l'accompagnement au CAPIA sur la QVT, mais ce qu'on a compris, c'est que la question de la QVT, finalement, elle est née, elle a pris conscience dans la tête des dirigeants lorsqu'il y a eu ce déménagement, lorsqu'il y a eu le recrutement de nouveaux salariés. Et en fait, cette QVT, dans la tête des dirigeants, elle était vue comme quelque chose qu'il faudrait faire une fois que tout est stabilisé, que tout est structuré, que finalement, ce nouveau positionnement, cette nouvelle organisation mise en place, elle roule, elle est pérenne. Et grâce en fait à l'accompagnement au CAPIA, en fait, la QVT a été vue par les dirigeants comme une opportunité. D'abord une contribution à l'élaboration de leur projet d'entreprise, et puis en termes de recherche de ressources humaines, de dire finalement cette QVT, ça pouvait être un outil de fidélisation des salariés, c'est-à-dire d'offrir finalement des conditions de travail qui feraient qu'il y aurait moins de turnover que ce qu'ils rencontraient d'habitude. Et quand cette QVT est évoquée et approchée par au CAPIA dans une volonté pédagogique d'apprentissage, en fait les dirigeants voient uniquement cette QVT du point de vue de cette question de la charge et du rythme de travail, puisque finalement ils sont sur des flux tendus, c'est-à-dire qu'ils produisent le jour pour livrer le lendemain. Ils ont des problèmes de gestion de produits frais, donc de limiter les pertes. Et on voit bien qu'il y a une forte contrainte temporelle qui s'exerce et qui fait que les journées de travail ne sont pas toujours terminées à l'heure et que finalement cette proximité d'habitation des salariés permet d'étendre cette journée de travail d'1 heure, 2 heures, 3 heures, quand il faut faire et satisfaire les commandes. Quand on est arrivé, qu'on a compris cette situation-là, on a engagé un travail en fait d'écoute et d'entretien avec les salariés. Et on s'est rendu compte que finalement, le regard qui était jusqu'à présent porté était un regard porté sur la production, sur les conditions de travail en termes d'exposition à des risques. Alors les risques, c'est les brûlures parce qu'ils manipulent du lait à 92 degrés, des risques de chute parce qu'il y a une mauvaise évacuation de l'eau sur le sol de cet atelier. Enfin, on pourrait continuer la liste longue comme ça. Donc une approche très tournée sur des risques physiques et d'exposition de ces salariés à ces risques. Mais en fait, quand on entend les salariés et qu'on essaye de creuser la question de façon un petit peu plus... sur d'autres champs, on va s'apercevoir que qui dit petite équipe dit pas de rotation. Finalement, les gens sont hyper spécialisés dans des tâches. Et dès qu'il y a une absence, ça oblige finalement à redistribuer, à replanifier l'activité. Et donc, on se trouve parfois dans des ruptures de compétences sur les activités à faire. On voit donc qu'il y a une problématique aussi d'exigence de la temporalité de la fabrication et qui fait que du coup, pour essayer de pallier à ces questions-là, on a tendance à faire du stock. Mais du coup, quand on fait du stock, on diminue la date limite de consommation des produits. Donc on est sur un autre risque de perte de produits. Et puis on s'aperçoit que finalement, l'approvisionnement en matières premières interroge énormément, puisque on se rend compte que 98% du soja qui est nécessaire à la fabrication du tofu est importé de France.
Ce qui veut dire qu'on est sous des contraintes de délai d'acheminement par bateau, qu'on est sur des problématiques de prix et de variation de ces prix, qu'on est sur tout un tas de difficultés et que seulement 2% de la production de soja va participer à l'élaboration des produits de cette entreprise. Et ça, en local uniquement. Pour les épices, les choses sont un peu plus variables. Il y a, de par la volonté des dirigeants, de pousser des producteurs locaux à effectivement s'engager dans de la culture de basilic, de thym, etc. Mais toutes les épices ne peuvent pas être cultivées sur l'île. Et donc on est encore sur des problématiques d'approvisionnement. Mais on voit bien que la tendance est en train de s'inverser puisqu'il y a une volonté de relocaliser l'activité épice sur l'île avec des producteurs aussi en proximité. Et puis il y a cette question de la gestion des stocks qui étonne et fait peur à ces salariés parce que tout d'un coup, il va y arriver des big bags d'épices. On voit qu'il y a des stockages qui sont très très importants. Et finalement, cette matière n'est pas utilisée et ça interroge, ça questionne énormément les salariés. Mais le chef d'entreprise dit, mais moi je gère des stocks, donc j'achète quand c'est bas, je stocke chez moi et puis on l'utilisera quand il faudra l'utiliser. En fait, on va se rendre compte qu'on a un gros problème de communication entre la volonté du dirigeant, l'ambition, le projet en fait sur les années à venir, et puis ce que voient les salariés, ce qu'ils en comprennent, et que finalement ça crée finalement une tension sur mais qu'est-ce que sera demain et où on va, qu'est-ce qui se passe. Donc le dirigeant dit, pourtant je leur parle, hein. Je leur dis que j'ai des pressions réglementaires qui m'obligent du coup à gérer la production d'une certaine façon. J'ai aussi ma propre volonté d'orienter l'entreprise vers le développement de nouveaux produits. Mais finalement, ce n'est pas suffisant. Et quand on écoute véritablement les salariés, au-delà de dire qu'effectivement, ils ont un environnement de travail qui est vieillissant, qui pose parfois des problèmes de fiabilité, tombe en panne, on a des problèmes de gestion technique du bâtiment. Bien sûr qu'il y a des risques. On s'aperçoit surtout qu'il y a des troubles psychosociaux avérés, puisque finalement, la charge de travail, le débordement de la journée de travail, les difficultés d'anticipation en fait, de l'activité, avec des rattrapages qui sont coûteux en temps, coûteux en énergie humaine. L'exemple de la livraison, qui fait que du fait de la configuration de l'île, effectivement, ces livraisons sont sous des pressions incroyables, puisque les clients des restaurateurs, par exemple, ou des cantines, attendent les produits pour les servir le midi même, et qu'on s'aperçoit que le moindre accident, le moindre embouteillage peut mettre à mal l'atteinte d'un horaire prévu de livraison, et que tous ces aspects-là, en fait, ne sont pas forcément pris en charge ou gérés par l'entreprise. On subit, finalement, ces contraintes-là. Et que les salariés expriment finalement que ce déficit de retour d'information de la part de leurs dirigeants est une vraie problématique et, j'allais dire, conditionne la réussite finalement du projet lui-même. Mais ce qui fait ressource, et ce qui est assez extraordinaire, quand on a écouté ces salariés, c'était vraiment très, très, très touchant, c'est d'abord cette entraide qui existe au sein du collectif, la solidarité, enfin des mécanismes que l'on connaît, mais surtout une très grande fierté dans les produits finis réalisés. Parce que finalement, ce qu'ils font, on le retrouve dans les magasins, dans les circuits de distribution locaux, et ils sont fiers de dire à leurs amis, à leur famille, que ça vient de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et puis c'est bio, ça a des qualités organoleptiques, c'est un produit de qualité. Voilà. Donc tout ça est très très valorisant. Et les salariés sont forcément très attachés à ces valeurs-là. Donc on voit que finalement, dans ce contexte, cette entreprise est mise en mouvement à différentes échelles. Alors c'est vrai qu'il y a un projet de réaménagement intégral et de réhabilitation, on va dire, des lieux, des locaux. Et c'est vrai que cela est programmé sur cette fin d'année et qu'il y a une vraie nécessité et que ça serait aussi une vraie réponse à des problématiques de cette entreprise.
Mais il y a aussi tout d'un coup la nécessité finalement d'outiller le pilotage du système. Et que l'embauche de cette personne multicasquette, qualité, traçabilité, etc., elle va aller en fait dans l'encouragement d'une meilleure communication par le suivi qualité et d'une meilleure organisation de la production grâce en fait à des éléments de suivi comme les fiches de production ou les fiches de suivi de stock. Et que donc il y a tout un outillage qui va être une réponse finalement aux attentes de ces salariés qui jusqu'à présent, entre guillemets, besognaient, faisaient les choses sans véritablement savoir à quoi ça servait ou qu'est-ce que ça permettait finalement de satisfaire comme demande client. Et puis du coup, il y a aussi cette nécessité qui est liée à la recherche de polyvalence et à l'arrivée de nouveaux métiers, à formaliser finalement les activités, à formaliser les modes opératoires, les processus, etc. Et puis, ce coordinateur qui, grâce à ces outils de pilotage, va être une aide assez importante dans la communication de cette direction, qui va être sensibilisée à des problématiques qui vont être objectivées, factualisées par les outils et qui va permettre finalement d'alimenter une information auprès des salariés. Je terminerai sur, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette situation ? Qu'il y a des enjeux à tenir, il y a des leviers à mobiliser, mais voilà comment faire. Puisque finalement, il y a un premier enjeu qui est l'écriture du projet écologique, c'est-à-dire cet engagement politique du dirigeant, comment on peut le traduire finalement en éléments opérationnels. C'est vrai aussi que partager tout ceci avec les salariés, on le sait, c'est une ressource possible, mais aussi comment on la met en œuvre, comment on l'instrumentalise, dans le bon sens du terme. Et du coup, comment on rend plus visibles les engagements dans le champ des possibles de l'entreprise, puisque quelque part, il y a une espèce de rêve, on entend bien qu'il y a une volonté, il y a une croyance dans quelque chose, mais au-delà de cette croyance, il y a une confrontation à une réalité technique, humaine, organisationnelle, et comment finalement on arrive à traduire cette volonté dans une activité concrète. Il est fort, hein. Il vous raconte ça comme ça. Merci en tout cas d'avoir assuré ce témoignage. Est-ce que vous avez quelques questions sur ce cas ? Alors le cheminement, hein, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces exemples-là ? C'est parce que au pays du fromage, c'était vous emmener dans des petites exploitations, des exploitations de taille différente, mais où ça résonnait quand même à l'échelle des filières. Là, on est dans une petite entreprise, et avec les contraintes, les modalités que ça peut avoir. Et si vous n'avez pas de questions, je vais vous donner la parole. Une question d'abord, mais j'introduis. Merci. Oui. C'est juste en fait traduire l'engagement politique. Moi, ça me parle pas trop. Si vous pouviez juste, je sais pas, préciser. Il y a peut-être que moi, hein, mais c'est pas clair. Alors, c'est la politique de l'entreprise. En fait, une entreprise a une stratégie, une politique. Et en fait, on est sur quelque chose qui, aujourd'hui, et le dirigeant qu'on a rencontré nous a très très bien expliqué sa réflexion, son ambition. Enfin, d'abord son histoire et pourquoi il allait vers ces choix de développer des activités qui étaient innovantes. Pour l'île, il n'y a aucune installation de production d'huile artisanale. Donc il s'engage sur des champs qui sont à défricher en tout cas. Et puis cette volonté qu'il a sur l'ensemble de sa production d'être en local, d'être sur une matière première locale, des ressources techniques et humaines locales. Donc c'est sa vision du monde en tout cas. Mais par contre, il a beaucoup de mal à écrire, en fait, à donner, à comprendre et à lire ce projet-là. Il en parle très bien, c'est un homme passionnant. On était avec Arnaud, on est ressorti de cet entretien en se disant « Waouh !» Et vraiment, on est un peu déçus de ne pas l'avoir ici parce qu'on aurait aimé qu'il vous fasse vivre ce qui l'anime, quoi. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de gouffre entre sa vision, sa représentation de tout cela, la concrétisation de la chose et
comment il embarque avec lui ses salariés. Alors, comment il les embarque ou parfois, on avait une question en haut, Christian, hein, et aussi comment parfois il est confronté au retour de ses salariés, les questionnements de ses salariés. Donc c'est dans ce sens-là où on parle de traduire cet engagement politique, cette vision du projet, et la manière dont on arrive à le traduire. À nous, on peut être aidant, je pense, là-dessus, parce qu'on a la factualité du travail qui nous permet d'articuler les choses, mais il y a un besoin là-dessus. Je t'en prie. Merci Thierry pour ta présentation. Moi j'ai une question par rapport à où est-ce que tu en es aujourd'hui, parce que dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que du coup il y a deux demandes avec deux types d'acteurs différents. Il y en a une, de ce que j'entends, qui relève plutôt du directeur avec sa politique et puis son rêve, enfin ses ambitions pour son entreprise. Et il y a une autre demande, en tout cas un autre type de demande qui relève des salariés, qui n'a pas l'air d'être sur le même plan de ce que j'ai compris dans ce que tu expliques. Tu as expliqué que tu avais déjà eu une intervention auprès des salariés, une volonté d'agir déjà par rapport à leurs demandes. Est-ce que déjà est-ce que c'est le cas? Je m'en occupe. Oui, Arnaud va expliquer la situation. Parce que je l'embarque dans des trucs un peu bizarres, donc des fois il faut quand même que j'assume. Le dispositif dans lequel qui nous a donné l'opportunité de rencontrer cette entreprise est un dispositif d'expérimentation où du coup on pouvait essayer de travailler, d'imaginer la manière de déployer la qualité de vie au travail dans des entreprises de toute taille, y compris dans cette entreprise-là. Donc là, nous, le canevas qui était le nôtre, c'est d'essayer d'avoir une compréhension de quelles sont les contraintes spécifiques, situationnelles liées à l'entreprise, liées à son secteur d'activité, liées à son organisation. Et à partir de ce schéma-là, essayer de faire un bilan aussi de là où en est l'entreprise sur les questions QVT, si je peux le dire comme ça un peu vite, et d'aider l'entreprise à progresser sur ces dynamiques-là. Ça, dans un accompagnement très court, du genre 3 jours. Avec nous la volonté de faire un travail de capitalisation à l'échelle de la centaine d'entreprises qu'on a réalisé. C'est le boulot, c'est des boulots mission ministérielle, tu vois. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à tirer des enseignements sur l'échantillonnage de la centaine d'entreprises qu'on a pu accompagner, sur donner des points de repère, que ce soit sur la structuration de la QVT ou sur les manières de mettre en mouvement des dynamiques QVT. Donc concrètement, comment ça s'est passé pour cette entreprise? Parce que nous, on vit sur le territoire hexagonal, donc intervenir à La Réunion, il y a des modalités pratiques quand même. On a passé une première journée tous les deux avec Thierry à rencontrer le dirigeant, faire une première visite, être plutôt sur la compréhension des enjeux stratégiques, compréhension du définition du modèle politique, puis du modèle de production. C'est pour ça que quand Thierry poliment vous raconte qu'il y a l'opportunité de déménager, c'est juste hallucinant de le voir s'être installé dans ces deux bâtiments qui, en termes de fonctionnalité, ça saute aux yeux le truc, quoi. Mais l'opportunité était là, donc c'est là que l'entreprise est installée. Et avec, ça pose des questions par rapport à son projet d'évolution, son projet de croissance. Enfin, le foncier est quand même structurant parfois, surtout sur une île où le relief est quand même magnifique. Ça amène plein de randonneurs. Mais ça veut dire que le fait de faire une extension, ça ne fait pas partie du vocabulaire. Enfin, pardon, à certains endroits, on arrive à le faire. Mais il y a certains endroits où l'extension, vous ne la faites pas, quoi. Soit vous déménagez, soit vous faites avec. Et après, après ce bilan avec le dirigeant, nous, on a eu des entretiens, donc on a reçu l'ensemble des salariés en entretien. On a fait un bilan avec le dirigeant en suivant, à chaud. Et avec son accord, on a organisé un atelier, un petit groupe de travail, pour discuter la chose avec l'ensemble des salariés en collectif, pour les mettre en mouvement, justement, c'est ce que Thierry évoquait. Et après, moi, j'ai repris les choses avec le dirigeant et je l'ai accompagné pour l'aider à structurer, formaliser son projet d'entreprise et intégrer des questions du travail. Voilà. Et du coup, pardon, si je peux continuer sur ma réflexion, c'est comment vous abordez du coup le sujet? Est-ce que vous voulez d'abord répondre à la demande des salariés que vous avez exposée dans un premier temps et ensuite revenir pour les amener dans le même rail que leurs dirigeants vers cette volonté, ou en tout cas ce projet qui lui veut porter? Ou est-ce que vous traitez d'abord son projet à lui en tant que dirigeant et ensuite revenir sur la demande des salariés? Qu'est-ce que vous priorisez entre les deux? Je réponds, puis je laisse Thierry répondre après. Je pense qu'il va dire qu'il n'y a pas d'ordre, et que ce n'est pas en question d'ordre ou de priorisation que les choses se jouent. On fait l'état des lieux de ce qu'il y a à prendre et de ce qu'il y a à faire. Mais je ne sais pas comment tu vas le traduire, ça.
Enfin, il n'y a pas de parti pris. Moi, je dis toujours qu'on est des passeurs, on est parfois des médiateurs, on est parfois des révélateurs. Enfin, l'ergonome, il a tellement de fonctionnalités. Et là, ce qui était intéressant, c'est de faire comprendre que l'action QVT, qui avait été très orientée sur les documents réglementaires, sur des aspects d'exploitation, de production, avait un peu omis cette question du management. Et l'idée, c'était quand même de faire prendre conscience aux dirigeants, par des éléments très factuels, que voilà, la réussite de son ambition, de son rêve, était aussi fortement dépendante de la façon dont il allait communiquer, organiser son activité, et surtout rassurer sur la façon dont les choses allaient se faire. Parce que finalement, enfin, je veux pas, peut-être qu'on va peut-être trop vite dans le débat, mais on pourra reprendre ça cet après-midi, enfin tout à l'heure, après. Mais globalement, c'est que sur le papier, c'est super, c'est même hyper honorable, mais après, comment on fait, quoi? Comment on va arriver à développer tout ce qu'ils voudraient avoir localement? S'il n'y a que 2% de soja qui viennent de l'île, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas de production importante. Donc, si vraiment sa volonté, c'est de développer le local, comment il va s'y prendre, enfin? Sachant que ce qui coince, hein, c'est pas que les délais d'approvisionnement, c'est les délais au niveau des douanes. Souvent, ils se retrouvent avec ces commandes qui sont bloquées au niveau des douanes, si j'ai bien compris que ça arrive. Genre, on en a une là. Oui, j'avais une toute petite question. Vous avez parlé à un moment du fait que les salariés trouvaient une valeur dans le travail qu'ils faisaient, parce que le soja, le bio, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la population, etc. Et je voulais savoir si ça contribuait de la vision de l'entreprise, ou c'était la valeur que les salariés avaient trouvée à leur propre travail. Alors je m'explique, peut-être pas très clair. Dans une autre vie, j'ai fait pas mal d'analyses du travail, et en particulier dans des conditions industrielles de travail à la chaîne, très violentes parfois. Et j'étais, moi, à chaque fois ébahie par la capacité des gens à trouver une certaine qualité, disons que leur activité permettait de mettre en évidence certaines compétences ou certaines qualités associées à leurs tâches. Et qualités que, personnellement, je ne voyais pas spécialement, mais que eux identifiaient de façon extrêmement forte, et très genrée également. Et je voulais savoir si ça contribuait justement de ce processus-là. Est-ce que les gens, dans leurs conditions de travail, s'étaient trouvé un système de valorisation de leur activité, ou est-ce que c'était une vision partagée avec le directeur de l'entreprise? Ouais. Alors, vas-y, complète, François, si tu veux le questionnement. Juste pour réagir là-dessus pendant que tu prends le micro, vous allez voir que les choses sont hyper bien faites, parce qu'après, on va donner la parole à Madame Ferrer, qui, dans son périmètre d'activité, a vraiment des entreprises très différentes, enfin, en tout cas, et du coup, avec des situations qui peuvent faire écho à cela. Et d'ailleurs, demain, il va y avoir un excellent symposium avec des gens qui sont là, sur la question du bien-être animal, et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont faire écho et qui vont rebondir et qui vont permettre d'avancer sur la question que vous soulevez. François. Oui, peut-être, enfin je crois en résonance avec la question qui vient là. Pour la question du politique, justement, est-ce que l'idée, c'est de faire du bio, ou est-ce que la notion de bio, ça concerne la manière de travailler aussi? Alors, c'est pas en termes de faire du bio, mais d'être respecté dans la nature de l'activité, d'humanité, à travers, enfin, à l'occasion de, par ailleurs, produire d'une manière biologiquement respectée. C'est à prendre de la cohérence. On peut faire du bio à la chaîne. On peut faire du bio avec des esclaves. Et on peut faire du bio en important la moitié du produit. C'est ça que je veux dire. Pour lui, ma question c'est ça. Et dans quelle mesure vous êtes là, vous, précisément pour l'aider à construire le niveau de cohérence ou de tension qu'il y a entre une intention de type écolo, très bien, traduite en termes économiques, encore bien, encore mieux,
mais également assise, appuyée sur une ambition concernant l'activité de travail qui est elle-même innovante à ce titre-là. Bah, c'est ce qui permet d'être sur la voie de l'émancipation, cette affaire. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est dit si comme je te ça. vois là où tu vas. Mais, Tu le dis très bien. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans cette rencontre, c'est que, oui, il y a un paradoxe dans le sujet. Faire de la transformation de protéines végétales sur une île qui n'est pas particulièrement réputée pour ses champs de production céréalière, oui, il y a un paradoxe dans l'affaire. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu de matière première où ça fait partie des choses qui sont à gérer. Et ça, moi j'adore parce qu'on est tous bourrés de paradoxes. Et d'ailleurs, dans nos confrontations, enfin, le propre de l'analyse d'activité, c'est qu'on vient révéler des paradoxes que les opérateurs ont et nous témoignent, et qu'on reçoit. Faut qu'on les traite, faut qu'on les appréhende, et il faut qu'on arrive à les mettre en perspective. Et si on arrive en plus à faire en sorte que ça leur permet d'être créateurs de sens, et que ça fait quand même plutôt du bien. En tout cas, je préfère aller dans cette voie-là que dans l'autre. Je préfère avoir des opérateurs qui, de par ce qu'ils font, sont créateurs de sens que l'inverse. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il y a une vraie cohérence dans le projet politique de cette personne. Il ne s'agit absolument pas d'être dans une lecture d'un travail à la chaîne. Par contre, je vais te taquiner sur la question de l'outillage. Tu vois. Enfin, comment est-ce que lui, qui est un opérateur en soi, tout chef d'entreprise qu'il est, comment est-ce que lui, il a l'outillage pour gérer les dimensions facteurs humains que nous, on est en capacité de révéler, enfin, qu'on arrive à voir, parce qu'en même temps, quand tu es dedans, tu le vois pas. Hein, c'est toujours celui qui est à côté de toi, qui vient te regarder bosser, qui t'arrive à te mettre, il vient te mettre le doigt juste là. Imaginez la tête de ce monsieur quand, après 2 heures avec nous deux, on lui fait une synthèse, il nous dit « Waouh, pensez pas que vous alliez nous dire ça sur la question de la QVT, quoi. » Et en même temps, l'idée, c'est de ne pas le déconstruire. L'idée, c'est de le laisser avec ses propres schémas et de l'alimenter. Son schéma managérial, parce que tous les jours, c'est lui qui y est. Hein. Tous les jours, c'est lui qui s'occupe de ses équipes. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver la modalité d'accompagnement qui permet de gérer ça. Là, c'est ce qui est génial. En fait, ça revient sur le révélé, enfin, dont parlait Arnaud tout à l'heure. En fait, on lui révèle des choses et on l'amène aussi à se questionner sur une transition, parce que c'est évident que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va faire 50% de soja ou 50% d'épices sur l'île. Donc c'est cette idée de lui mettre en révélation que ces salariés, dont il a certainement une image déformée, alors après, je ne voudrais pas parler à sa place et je suis gêné du coup de dire ça, mais on pense qu'effectivement, à travers ce qu'il nous raconte, il a des valeurs sûres dans son équipe, des gens en qui il a une totale confiance. Et puis, il a cette peur, comme visiblement on l'a sur l'île, du turnover, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient, qui reste une semaine, qui repart, etc. Mais en même temps, on lui dit qu'il a de la ressource, qu'il a fait le pari de cette personne multicasquette qui va piloter l'activité de façon outillée avec une organisation de la production, etc. Donc on lui dit qu'il a effectivement les cartes en main, mais que le jeu est peut-être pas aussi facile qu'il le pense. Allez, Christian, et puis après... Oui, c'est un problème de compréhension. Alors peut-être que j'ai eu, à un moment donné, je suis fatigué, une absence dans l'écoute. Mais si vous pourriez y revenir de manière synthétique sur deux questions. C'est quoi les problèmes économiques que pose cette entreprise, ou que lui voit? Parce que moi, je ne les ai pas compris. Je ne les ai pas en tête, plutôt. Et comment cette question des problèmes économiques s'articule avec les questions du travail et la façon dont les salariés sont engagés? J'arrive pas à comprendre. Voilà, ça, de manière très synthétique. Oui, oui. Alors, c'est pas une entreprise qui a des problèmes économiques. Il a simplement l'ambition d'une augmentation de production parce qu'il a envie de se développer et il a envie de s'autonomiser. C'est-à-dire qu'il veut, à terme, son rêve, c'est pour ça que je dis que son rêve, dans le monde idéal dans lequel il voudrait être, c'est j'ai tout sous la main et je suis en... C'est trop général pour moi, j'ai tout sous la main. Non, mais c'est très général. En termes de s'autonomiser et avoir tout sous la main, ça s'incarne dans quelle question? C'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Alors, je ne sais pas ce que tu cherches comme... C'est de comprendre. Par exemple, je ne sais pas, quand
Et, voilà, bon, peut-être que c'est moi qui ai du mal à... Mais j'ai du mal à comprendre comment les questions que vous posez, que j'entends de manière trop générale pour moi, comment ça s'incarne dans des questions précises. Alors, et oui, mais il a peut-être dit, je ne les ai pas entendues. Quoi, je ne les ai pas intégrées. On va donner un exemple. On va donner un exemple parce que... Alors, ça fait partie. Il y a la question de l'approvisionnement qui est un sujet. Alors, avec à son échelle la maîtrise de ces chaînes d'approvisionnement pour maîtriser ces transformations. Il y a la volonté de développer de nouveaux produits. Donc, Thierry l'a parlé sur le fait de l'huile et le développement de l'huile. De mémoire, il était aussi en train de développer un atelier de déshydratation. Donc, il est aussi dans une recherche de choses. Pour le coup, on ne peut pas forcément le qualifier en termes de problème. C'est comment est-ce qu'il a le modèle qui lui permet d'avoir les moyens de ses ambitions. Et que ça, parfois, ça peut-être être compliqué pour lui de faire ses choix d'arbitrage, à quel endroit est-ce qu'il priorise tel ou tel atelier de production, à tel ou tel cycle en fonction de ses clients actuels, en fonction de ses débouchés, en fonction de sa capacité à développer son réseau de distribution, son réseau de commercialisation. Et c'est cette équation qu'il a aujourd'hui et sur lequel il est peut-être un peu juste, justement, en termes de modélisation pour pouvoir en avoir conscience. Par exemple, si on prend la question de la dépendance du soja et qu'il souhaite, là, il a une stratégie qui est se rendre plus indépendant des questions d'importation du soja parce que ça pose des problèmes de douane, ça pose des problèmes de coûts, ça pose un certain nombre de problèmes. Et que deuxièmement, comme il a un projet politique sociétal qui est de dire il y a besoin que l'île se développe, il est donc l'idée de trouver les moyens que se développe cette production de soja sur l'île. C'est une hypothèse. Ah, c'est pas ça. Alors, voilà, c'est ça les questions. Non, je crois pas ça. Alors, pour illustrer, peut-être, c'est que du coup, pour assurer ses approvisionnements, il a une politique d'achat de son soja, qui est un achat peut-être plus en masse que son besoin, ce qui se traduit par des stockages plus importants dans son atelier, et que concrètement, dans son atelier, les gars, ils ont du mal à travailler parce qu'il y a les big bags de soja qui encombrent l'atelier d'épices. Je ne sais pas si c'est ça l'incarnation. En tout cas, là, tu incarnes un problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on voit un problème. Tu dis, il n'y a pas de problème. Il y en a un. C'est-à-dire qu'il y a une importation trop importante de soja qui crée en volume une contradiction logistique avec les conditions dans lesquelles ils transforment le soja et qui a des conséquences ensuite de stockage sur le plan économique, mais aussi derrière d'espace de stockage et donc de jet. Alors là, on fait les liens. Exactement. Alors, pardon, on était un peu court là-dessus, mais pour vous donner, on n'a pas utilisé de photos parce que comme il n'était pas avec nous, on n'a pas utilisé de photos de son entreprise sans qu'il soit là, évidemment, sans qu'on ait une possibilité de diffusion. Mais on a 2 bâtiments qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et donc, comme il est en saturation sur le stockage où il fait la transformation, il vient stocker son soja dans le bâtiment d'au-dessus. Et le bâtiment où il ne fait pas la fabrication de tofu, mais où il fait l'huilerie et la déshydratation. Donc ça veut dire que concrètement, ça veut dire qu'au-delà de l'encombrement de l'espace que ça génère, parce qu'au lieu d'acheter juste le volume dont il a besoin, donc parfois il achète un big bag complet, et sa consommation, elle est de quelques kilos par semaine ou par quinzaine. Donc on est sur des temps de rotation de ces stocks qui génèrent un encombrement de l'espace très important. Et comme lui, en entrée, il vient de déménager avec une opportunité de déménagement du fait de la construction de cette ZAC. Donc il s'est installé là. Il sait ce que ça lui a coûté de perdre l'ensemble de ses salariés qu'il avait parce que le déménagement a généré ça. Le fait de rebouger n'est pas dans le périmètre du possible. En tout cas à ce moment-là, au moment de la rencontre. On est sur une rencontre, 3 jours. Hein. Donc on vient vous le mettre en discussion. On est sur une expérimentation. On a passé 3 jours dans l'affaire. Et c'est vrai que concrètement, les salariés aussi se posent la question en se disant mais oui, mais les choix qu'il fait, je ne comprends pas les choix qu'il fait, parce que les choix, quotidiennement, c'est les salariés qui se retrouvent contraints à devoir sortir du bâtiment, sortir par la grille, remonter, aller chercher la matière, redescendre, enfin le travail, quoi. Et que là, on a une difficulté qui est de ce côté-là. Catherine, tu veux y aller? Mais après, on décale un peu, on va décaler un peu notre pause. Ouais. Pardon, excusez-moi, juste pour avoir une... C'est une question de compréhension. Si je comprends bien, cette seconde présentation-là, votre intervention se passe dans un cadre bien particulier qui est une commande ministérielle. Et donc, a priori, cette entreprise
au départ, c'est une opportunité pour elle et c'est pas forcément, même n'est pas demandeuse, voire elle joue autre chose que finalement ce pourquoi vous intervenez. Elle joue peut-être des relations avec les institutions locales, etc. Enfin, pour avoir travaillé avec Laurence Théry sur des choses assez similaires il y a quelques années, on voit bien que quand on intervient dans ces conditions-là, la question justement des leviers à tenir est une autre dimension que lorsque effectivement, voilà, c'est l'entreprise vient chercher les ergonomes. Et donc, je pense que c'est aussi une dimension, me semble-t-il, à mettre dans la barque là, de nos discussions. Et je voulais juste être sûre que c'était bien ça, voilà, et que donc ces 100 entreprises, pardon, elles sont là dans le cadre d'un projet qui les dépasse, et c'est le ministère qui est demandeur. Alors, elles sont pas là. Le problème, c'est qu'elles sont pas là. Il faut aller les chercher. C'est ça. Et donc, du coup, ce qu'on ne raconte pas là et ce qui se voit pas, c'est le travail qu'on a fait, nous, pour aller les chercher. Donc, avec des échanges préalables, un travail de construction, un travail d'explication, enfin, évidemment, qu'on ne raconte pas là dans la petite mise en partage avec vous. Mais tu as tout à fait raison. C'est ce que moi, j'appelle plus largement le rapport d'opportunité. Avec les étudiants, je leur dis plutôt que l'enjeu, c'est d'aligner les étoiles, quoi. Mais que souvent, c'est pas facile. Mais c'est le contexte interventionnel, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire la transition avec Muriel, parce qu'on a fait le même exercice avec Muriel, où du coup, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, en visio, avec un directeur d'un des établissements, avant de se dire, bah, tiens, est-ce que l'opportunité est là pour qu'on puisse venir intervenir ? Et même quand on était présent sur l'île, on n'a pas pu intervenir parce qu'il y avait des choses. Et c'est ça ce qu'on voulait aussi vous partager, parce que c'est ça la pratique. En tout cas, nous, notre pratique, c'est comme ça qu'on la vit. Entre le prévu et le réalisé, il y a des écarts. C'est ça ce qu'on voulait mettre en discussion pour voir à partir de là comment on peut avancer. Je vous laisse faire. Donc bonjour à tous. Effectivement, moi, on devait s'inscrire dans le cadre d'une de mes sociétés, donc faisant partie de la filière, que je vais vous présenter rapidement dans les minutes qui suivent. Donc on s'était porté volontaire pour participer à cette expérimentation sur l'une de nos structures. Alors en toute transparence, de mon point de vue bien sûr de DRH, la notion de la qualité de vie au travail est quelque chose que je souhaite en tout cas déployer au sein de mes structures, puisque moi-même, je ne conçois pas qu'on puisse venir travailler le matin sans cette envie. Du coup, avec mes directeurs de pôle, c'est une notion qui est assez particulière à mener, puisque très souvent, cette notion de qualité de vie au travail, d'ailleurs, qu'ils ne perçoivent pas de manière concrète, est antinomique à la productivité. Donc on est nous aussi, et ça m'a beaucoup parlé les deux présentations précédentes, puisqu'on est aussi nous sur du flux tendu, sur du produit frais, ultra frais, et sur des circuits courts qui font que voilà, toute heure compte, toute minute compte, la journée compte. Et du coup, de la part de mes collègues opérationnels, il y a cette philosophie. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de coupler ce management, les politiques sociales, au bien-être et à la qualité de vie au travail des salariés. Donc c'était, en tout cas, dans cet objectif qu'on a voulu expérimenter d'abord sur une structure pour pouvoir ensuite on voulait aller sur des clés de succès pour la déployer à l'ensemble de la filière. Malheureusement, et en toute transparence, le premier jour d'intervention d'Arnaud, nous avons été confrontés à un mouvement social. Donc une grève des salariés autour de nos négociations annuelles des salaires, mais pas que. Et du coup, malheureusement, ce qu'on avait prévu en termes d'accompagnement et de rencontre avec les différents acteurs de notre société n'a pas pu se faire. Donc la filière porcine de La Réunion, qui a bientôt 50 ans d'existence, structurée en 5 pôles. Donc d'abord le pôle élevage, donc le pôle viande, ce qu'on appelle le pôle traiteur avec la société Salaison de Bourbon, un pôle logistique et un pôle environnement. Donc c'est vraiment la structuration des outils d'amont en aval, et tout a commencé par un regroupement d'éleveurs de porcs en 1973
qui, au fil des ans, ensuite se sont structurés pour développer les outils. Donc ils sont aujourd'hui 140, on verra tout à l'heure une cartographie des différents élevages, donc 140 adhérents éleveurs. La coopérative en elle-même compte aujourd'hui 30 collaborateurs, donc au service de ces éleveurs. On le verra un petit peu plus loin aussi en termes de métier. Dans ce pôle élevage, on a également le Centre régional d'insémination artificielle porcin. Sur le pôle viande, on a 2 structures. Donc pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire d'abord globalement, c'est 9 sociétés en termes RH, en périmètre RH, en structure juridique, il y en a un petit peu plus. En périmètre RH, 9 sociétés pour 380 collaborateurs. Voilà, sur des métiers différents. Donc on gère, on a la chance d'être un service RH transversal, donc qui intervient sur l'ensemble de ces sociétés et de ces métiers, très formateur comme périmètre, puisque c'est gérer 6 conventions collectives différentes, gérer des métiers différents, des métiers distincts, mais parfois avec des problématiques qui se recoupent, et d'avoir du coup cette vision globale est très enrichissante. Et cette mutualisation au niveau de la filière. Alors au niveau de l'organisation de la gouvernance, donc la CPPR est structurée non pas en conseil d'administration, mais en un conseil de surveillance et un directoire, qui sont, donc les administrateurs sont les éleveurs de porc. Et on a ensuite l'exécutif, entre guillemets, donc une direction générale groupe, un service RH sur l'ensemble du groupement également, une direction administrative et financière sur l'ensemble du groupement, un responsable industriel donc sur la partie projet et investissement, parce qu'on a de la chance pour se structurer comme ça au fil des ans, c'est qu'on a aussi vraiment des acteurs qui sont moteurs de l'innovation, de la modernisation, en intégrant bien évidemment chaque fois la dimension ergonomique et amélioration des conditions de travail dans nos investissements. Ensuite, sur chaque pôle, on a, comme je vous le disais d'entrée, des directeurs opérationnels. Le pôle viande, pour y revenir, a donc 2 structures, la SICA d'abattage pour la partie donc abattage des animaux. Donc c'est au sein de cet abattoir, qui est le seul de l'île sur ce type d'espèce, on abat aussi bien le porc que les bœufs, qui par contre sont gérés par une coopérative distincte, qui ne fait pas partie, qui est la Sicarevia, donc coopérative pour le bœuf. Et la SICA Viande Pays, donc où là, on va passer à la découpe, la transformation, la commercialisation des produits. Le pôle traiteur, donc pesé par Salaison de Bourbon, qui était une entreprise qui faisait partie avant de la distribution, qui venait de Vendémia, et qu'on a choisi d'intégrer à la filière en 2010 de mémoire pour pouvoir en tout cas être aussi un espace de dégagement et une opportunité supplémentaire pour cette production locale, mais pas que, qui, on le verra tout à l'heure aussi, transforme en local des produits pour les grandes distributions, les GMS principalement, en termes de clientèle. On a ensuite le pôle logistique, donc à travers la société Centrale Frais, qui là va acheminer donc les différents produits vers les clients, vers nos différents réseaux que l'on verra tout à l'heure. Et enfin, le pôle environnement avec 2 entités, la SICA Ocre, qui va faire la transformation des coproduits d'abattoirs, et la SICA des Sables, qui est un service public d'équarrissage. Donc la plupart de nos sociétés se situent dans le secteur sud, en zone industrielle numéro 3, et également à l'étang salé dans la zone des Sables. Je vais essayer de vous présenter assez rapidement les différents pôles pour vous donner une idée. Donc le pôle élevage, dont le directeur est François Barbérol. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de la cartographie des éleveurs. Donc juste pour vous donner une idée, il faut savoir que la coopérative a fait le choix
schéma de développement du territoire, c'est-à-dire qu'en métropole, par exemple, on a des élevages en termes de nombre d'animaux qui avoisinent les centaines. À La Réunion, on a fait le choix de démultiplier, on va dire, ce modèle, puisque la moyenne, en tout cas, d'animaux dans les élevages est de 38 truies. Les missions de la CPPR, pardon. Donc l'activité principale de la CPPR, l'organisation de la production et la collecte. On a des chauffeurs, effectivement, qu'on appelle des conducteurs de bétaillères qui vont récupérer les animaux dans les élevages pour les acheminer vers le pôle viande. Ah, il me manque un bout de présentation. Donc c'est 30, j'avais normalement un truc. C'est 30 collaborateurs au sein de la CPPR répartis en 4 services. Donc le service technique, les services aux adhérents, le service logistique et service administratif et comptable. À côté de ça, on a quelques activités annexes en termes d'approvisionnement. Alors on n'est pas une coopérative d'approvisionnement en tant que telle, mais bon, notre éloignement aussi géographique de la métropole fait qu'on doit apporter en tout cas à nos adhérents peut-être un minimum d'accompagnement sur du matériel d'élevage, du petit matériel ou des produits vétérinaires. Donc on met à disposition des ressources spécialisées. Donc on a une équipe technique, donc des techniciens et des agents techniques qui sont au contact des éleveurs au quotidien, qui sillonnent les élevages pour apporter du conseil technique et des services. La mise à disposition d'animaux de reproducteurs, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on a un centre d'assimilation porcin. Ça veut dire qu'on a aussi des éleveurs de ce qu'on appelle des éleveurs du schéma génétique. Donc pour développer aussi et mettre à disposition des animaux pour avoir ensuite les standards de qualité requis. Et puis on accompagne aussi les adhérents dans ce qui est analyse, étude ou dossier administratif. Le pôle viande, donc dirigé par Jean-Marc Lefebvre, donc je vous l'ai mis tout à l'heure, Arnaud parlait du foncier et de parfois la contrainte des entreprises de ne pas pouvoir s'étendre. Donc nous, on a eu la chance d'être sur un site où on a pu s'étendre au fil des années. Donc aujourd'hui, c'est 15 000 mètres carrés qui a été structuré. On a eu quelques extensions au fil des ans, et ce depuis 1992. Donc sur ce site sont présents donc, la SICABAT, comme je vous disais tout à l'heure, l'abattoir, dans le prolongement la SICA Viande Pays, et aussi en aval donc la Centrale Frais, la plateforme logistique de Centrale Frais. Donc sur SICABAT, nous avons 46 salariés, donc pour une prestation d'abattage 5 jours, donc on abat sur l'ensemble des jours de la semaine, pour un volume d'environ 2500 porcs par semaine, avec bien évidemment des inspections sanitaires sur la totalité des porcs abattus, c'est-à-dire que dans nos secteurs d'activité, les services de la DAF, donc les services vétérinaires, sont présents au sein même des abattoirs. Donc tout à l'heure, Arnaud parlait de bien-être animal, donc c'est une réglementation émergente ces dernières années, à la fois pour s'assurer du respect de cette réglementation de bien-être animal, notamment sur l'amener et ensuite ce qu'on appelle la mise à mort. SICABAT est certifié ISO 9001 pour la partie satisfaction client, et depuis maintenant 4 ans, il me semble 4-5 ans, nous nous sommes aussi engagés dans l'ISO 50001 autour de l'amélioration de nos performances énergétiques. Sur un site, on est aussi dans un environnement particulier, énergivore, notamment en termes de froid, d'électricité, etc. Donc ça a été un enjeu aussi de suivre ces indicateurs et d'améliorer cette performance énergétique. Donc l'abattoir bovin, c'est réalisé par les mêmes salariés, puisqu'on abat 3 jours par semaine, donc environ 90 bovins et 40. Il y a aussi des petits ruminants, mais en termes de volume, c'est moins important. Les mêmes agréments, donc ISO 9001 et 50001. Ce sont les mêmes salariés qui font du coup les opérations pour les 2 types d'abattage, en tout cas sur les 2 espèces. La SICA Viande Pays, donc 102 salariés,
Donc, c'est un approvisionnement exclusif en viande de porc, donc, qui provient de la CPPR, et en viande bovine auprès de la coopérative de bœuf, qui est donc la Sicarevia. En tonnage commercialisé en 2022, donc en porc, on a été sur 9 653 tonnes et en bovin, 496 tonnes de viande et produits transformés. La SICA Viande Pays n'est pas certifiée ISO 9001, mais est bien inclus dans le périmètre de la 50001. Juste un focus rapide sur le type de produit que les consommateurs donc, du coup, peuvent retrouver dans les différents réseaux. Donc soit de la carcasse et de la découpe, ça va être plus sur le réseau traditionnel des bouchers charcutiers, ou même en grande surface quand ils ont leurs propres ateliers de découpe, de la viande fraîche en barquette, des saucisses en barquette et des produits transformés. On a aussi des gammes de charcuterie, donc une gamme de jambon supérieure sous la marque Le Fleuron, du fromage de tête, du pâté, voilà, une gamme assez large en tout cas pour valoriser cette production locale. Les marques, j'en ai parlé, donc Port Pays, Port Sidou pour la viande en barquette, Porky pour le format familial et Le Fleuron pour la charcuterie. Au niveau de nos réseaux commerciaux, tout à l'heure, donc la grande distribution et les magasins libre-service représentent 66% de notre activité, 33% pour les artisans bouchers charcutiers et pour les collectivités CHR industrielles, 1%. Le pôle traiteur, donc dirigé par Olivier Manin, vous me dites s'il faut que j'accélère. Oups. J'ai une partie de la présentation qui ne s'est pas téléchargée. Bon, c'est pas grave. Je m'excuse, il y a une partie des diapositives qui ne sont pas présentes. Donc le pôle traiteur, c'est la société Salaison de Bourbon, qui compte aujourd'hui 121 collaborateurs sur 2 métiers là aussi, donc charcuterie, mais aussi avec 250 références, mais aussi ce qui concerne les plats cuisinés, des pizzas et du poisson fumé également. Donc ce sont la SICA Viande Pays et les Salaisons de Bourbon, donc sont les 2 sociétés qui comptent le plus de collaborateurs, puisqu'on a 121 sur Salaisons de Bourbon, 102 sur la SICA Viande Pays. Et Madame parlait tout à l'heure de conditions particulières, un peu de travail à la chaîne, on n'utilise pas trop, mais c'est effectivement un peu ça. Ça reste du travail manuel, même si on essaie encore une fois dans nos investissements d'intégrer la dimension ergonomique. Ça reste des convoyeurs, des tapis, des presses, voilà, tout ce qu'on peut connaître en tout cas dans ce type d'activité, dans un environnement au froid, bien évidemment. Effectivement, on est conscient que ce sont des conditions particulières d'emploi. Et enfin, le pôle environnement, donc situé à l'étang salé avec 2 unités, la SICA Ocre et la SICA des Sables. Donc SICA Ocre sur la transformation des coproduits d'abattoirs. Alors là, on est dans un environnement aussi contraignant, mais pas du même ordre. C'est pas du travail au froid. Là, c'est un atelier de cuisson, donc avec des gros cuiseurs, et du coup, il fait très chaud, avec des odeurs très particulières également. Donc vous voyez, on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes d'un site à l'autre, mais dont il faut tenir compte, en tout cas, de notre politique générale. Et la SICA des Sables avec un incinérateur et qui intervient du coup sur le service public d'équarrissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 ans, pour évoquer un petit peu maintenant nos problématiques et nos enjeux en lien avec nos sujets, on a connu des changements, donc des changements de gouvernance. Donc je vous parlais tout à l'heure déjà de la tête de la filière avec le conseil de surveillance et le directoire. Donc on avait 2 présidents qui étaient implantés depuis pas mal d'années. Et il y a eu un changement au niveau du directoire. Le directoire, c'est quand même, on va dire, la partie... Enfin, il est en charge de mettre en œuvre sur le terrain les décisions et les orientations prises par le conseil de surveillance, les orientations stratégiques.
il y a 3 membres, donc un qui est un éleveur, donc le président. On a ensuite le directeur de la coopérative lui-même et la directrice générale pour avoir vraiment cette dimension aussi opérationnelle de mise en œuvre des orientations stratégiques. Donc le président qui était là depuis 18 ans a cédé sa place à quelqu'un d'autre. Donc ça a généré déjà d'un point de vue du haut de la filière quelques inquiétudes, hein, parce qu'on changeait un peu un fonctionnement un peu historique, on va dire. Le directeur général du groupement a pris sa retraite, donc a laissé place à une nouvelle directrice qui était bien implantée, hein, qui était là depuis 18 ans, qui m'avait d'ailleurs précédé au sein du service RH qu'elle avait monté. Et dans les 5 pôles dont je vous ai parlé, sur les 5 pôles, 3 directeurs de pôle ont moins de 2 ans d'ancienneté. Donc vous voyez, on est dans une phase de changement, alors qui s'explique par des raisons diverses et variées. Et ces changements amènent à de nouvelles politiques, de nouvelles façons peut-être de manager, de concevoir les choses. Et on se rend compte qu'effectivement, d'un point de vue des salariés, comme dans tout changement, j'ai envie de dire, de nos vies, hein, il y a quelques pertes de repères, quelques inquiétudes. Et du coup, ça a nécessité aussi pour nous de rassurer à travers le dialogue social, donc sur l'ensemble des entités. Donc, je suis responsable du dialogue social, donc j'anime et je préside les CSE sur l'ensemble des structures avec l'aide de des directeurs opérationnels, bien évidemment. Et du coup, c'est de rassurer à travers les représentants du personnel, mais aussi les salariés. Donc, ce qui m'amène tout à l'heure, j'ai pris quelques notes à rejoindre Arnaud et Christian sur 3 choses. Donc, en termes de problématiques, c'est sûr que déjà, en termes d'employabilité, d'adéquation entre le public et les candidats recherchés et nos métiers, parfois très spécifiques. J'en parlais tout à l'heure à Arnaud, on a actuellement 3 postes à pourvoir au sein de la coopérative. Donc technicien d'élevage, qui doit apporter du conseil technique aux éleveurs de porc, c'est-à-dire donc c'est des compétences très ciblées, et un chargé 2 techniciens d'élevage et un chargé de mission sur le volet génétique porcin. Pareil, c'est encore plus spécifique que la technique d'élevage. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est des recrutements qu'on n'initie pas tous les jours, mais dont on a du mal on a du mal à trouver la compétence adaptée. Mais ce que je vous dis sur des métiers très spécifiques, je les retrouve malheureusement aussi sur des métiers de production, d'ouvriers de production. Donc on a travaillé notamment en termes de levier, on parlait tout à l'heure d'Ocapiat, hein, qui est très moteur en tout cas de nous apporter des accompagnements. On travaille aujourd'hui sur la mise en place d'une mallette numérique autour de l'attractivité des métiers. Présentée, on s'est regroupé avec plusieurs industries de Lille pour essayer de rendre un peu nos métiers, d'attirer aussi les jeunes. Et au-delà de ça, peut-être, il y a une autre réflexion à avoir sur l'offre de formation sur l'île en lien avec nos métiers. Deuxième chose, les conditions de travail. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ergonomie des postes, des conditions difficiles, des environnements de travail difficiles. Et nos métiers sont générateurs de TMS. On est sur une pyramide des âges où effectivement on initie des départs à la retraite, mais dans certains cas, dans la majorité des cas même, on a du mal à aménager les fins de carrière. D'accord, de ce maintien dans l'emploi de la vie du salarié, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui pour nous, puisque les possibilités, en tout cas, sont restreintes. Et du coup, en termes de levier, donc on renforce aussi nos partenariats. On a des liens étroits avec les services de santé au travail et du coup les ergonomes avec qui ils peuvent travailler, à qui on demande régulièrement de venir faire des analyses en entreprise pour nous aider dans la démarche de prévention. La CGSS, qui accompagne aussi pas mal les entreprises dans ce cadre-là.
Et enfin, troisième point que j'ai noté, qui regroupe aussi, c'est la communication. Et comment, alors c'est un gros enjeu aussi pour nous, je vous l'avoue, puisque quand je suis sur la filière depuis 8 ans, et la première chose qui m'a interpellée quand je suis arrivée, c'est justement cette absence, on va dire, de communication. Voilà, il n'y avait pratiquement pas de notes internes, il n'y a pas d'explication, d'instance d'explication même autour d'un projet, même voilà, il y avait une communication en tout cas descendante qui était défaillante. Et je disais tout à l'heure à Arnaud et Christian, je suis arrivée en août 2015 au sein de la filière. En décembre 2015, en cadeau de bienvenue, c'était une grève générale de l'ensemble des entités. Donc c'était qu'effectivement, il y avait un certain... Alors pas que autour de la communication, bien évidemment, hein, mais en tout cas, c'est l'une des premières choses qu'on a dénotées. Et c'est aujourd'hui, au-delà de ça, même si on s'améliore, c'est comment bien communiquer, quel canal, hein, puisqu'on on parle beaucoup de digitalisation, mais aujourd'hui, on reste sur des métiers très manuels, hein, il faut aussi le dire. Donc comment communiquer, comment bien communiquer, quelle information donner et comment rassurer, ça c'est un enjeu également, en tout cas de nos filières. Merci beaucoup Muriel pour ce témoignage. Donc, vous l'avez compris, le jeu c'était de poser un cadre, c'était de poser un peu ce matériau-là. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause et puis de repartir des problématiques là, que Muriel a pu évoquer dans des environnements qui sont différents et puis qu'on essaye de le mettre un peu en perspective. J'avais sollicité certains d'entre vous là pour qu'ils alimentent un peu le débat et on va voir comment on fait ça ensemble. Ok ? On se fait la pause ?